Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur CGG? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, je vous ai bien dit qu'on parle essentiellement d'entreprises de qualité ici. D'accord? Donc, vous comprenez pourquoi je n'ai pas très souvent parlé de CGG. Donc, on va lire les rapports, enfin pas lire les rapports parce que je vais vous dire la vérité, je ne l'ai pas fait. J'ai regardé les tableaux, d'accord? Mais je vous dis pourquoi est-ce que je ne veux même pas prendre la peine de lire les rapports financiers de cette compagnie-ci et pourquoi est-ce que je ne suis pas étonné de voir du moins 23% et 84, moins 23% ici en une journée. Alors, CGG plonge en bourse après un faible troisième trimestre. Ça, c'est une information ici qui vient du journal Investir, d'accord, basée sur les états financiers, je pense bien, d'accord, enfin les rapports financiers qui sont sortis dernièrement. So, la société de travaux de Sismic accuse l'une des plus fortes baisses de ce jeudi à la Bourse de Paris. Donc, les facturations se sont contractées sur le troisième trimestre et les prévisions pour l'ensemble de l'année sont revues à la baisse. Écoutez bien, les prévisions sont revues à la baisse alors qu'on est dans une période haussière dans le domaine des dépenses, dans le domaine du pétrole présentement. Donc le coût du pétrole est élevé, etc. Les compagnies pétrolières gagnent de l'argent. Mais il faut également dire une chose, c'est que les dépenses en capital liées à la bonne santé du secteur pétrolier ici ont généralement tendance à être en retard par rapport au coût, par rapport à l'évolution du coût du pétrole. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on gagne beaucoup d'argent cette année-ci sur le coût du pétrole, dans le secteur pétrolier, c'est à partir, ou bien gazier, c'est à partir de l'année prochaine que les dépenses en capital vont peut-être augmenter. Donc, CGG pourra avoir une belle année là, à partir de 2023 uniquement. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, les prévisions, c'est par rapport à cette année-ci, mais 2023 pourrait être une année différente. Même si le coût du pétrole diminue, les compagnies comme Total, Énergie, etc., vont avoir tendance à dépenser plus d'argent parce qu'ils ont gagné plus d'argent cette année-ci. OK? So, le titre de la société sismique CGG plonge de 20% à la bourse de Paris ce jeudi, plus forte baisse du SRD après avoir été réservé à la baisse. L'action retombe ainsi au bas niveau de 72 cents, préservant pour autant un gain de l'ordre de 15% depuis le début de l'année. Ça, c'est pas des informations très importantes. En cause, la publication mercredi avec la clôture de résultats au titre du troisième trimestre en dessous des attentes. Le chiffre d'affaires des activités a reculé de 20% sur un an à 217 millions de dollars, en deçà des anticipations du consensus Bloomberg qui tablait sur des revenus à 253 millions de dollars. Jusque-là, ce n'est pas des informations très importantes. Bon, on avait une cible à 253, on a eu 217, mais ici, il faut comparer par rapport à cette année-ci et l'année prochaine, est-ce qu'on a eu une croissance? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. OK? Donc, on continue. Ce qui a poussé la société à revoir à la baisse ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2022. Les dépenses d'investissement industriel et en recherche et développement sont maintenant attendues aux alentours de 60 millions de dollars, soit 10 millions de dollars de moins que prévu initialement. Les facturations sont, elles, attendues autour de 900 millions de dollars, stables sur un an en données pro forma. L'excédent brut d'exploitation est anticipé en hausse de 10% de l'ordre de 380 millions de dollars et, 15%, et de 15% en pro forma. Faites attention à ce qu'ils appellent l'excédent brut d'exploitation ici. Parce que je vais vous montrer que cette compagnie-ci ne gagne pas d'argent du tout. Et on accorde beaucoup l'emphase ici sur le chiffre d'affaires et l'excédent brut d'exploitation. Pourtant, ce sont des éléments qui sont clairement pas très importants sur cette compagnie-ci. Je vous dirais même que même les free cash flow ne sont pas importants sur cette compagnie-ci, dans le sens que les free cash flow ne donnent pas la véritable rentabilité de cette compagnie. Ok, je vais vous l'expliquer tout à l'heure parce qu'il faut faire attention, ce sont les net income, donc les bénéfices nets qui sont importants sur cette compagnie. Donc, un faible troisième trimestre commente la direction durant lequel les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques à court terme ont engendré une volatilité accrue des décalages de certains projets des clients, a expliqué le directeur général de CG, Sophie Zurkia, donc j'espère que je prononce bien son nom. Le retour à un cycle aussi est envisagé à partir de 2023 suite au raffermissement actuel du marché. Donc, je vous ai dit ici qu'en 2023, on pourra avoir des dépenses et on pourra avoir une période assez prospère pour les entreprises qui exercent dans le secteur des services liés services liés au secteur du pétrolier et gazier. Donc, je pense directement à des compagnies comme SLB, Schlumberger, magnifique. Je pense également aux compagnies comme Core Laboratory qui fait un peu, je dis bien un peu, ils font pas la même chose avec CGG, mais ils font quelque chose à peu près similaire. Ils sont à peu près dans le réservoir, je pense bien, je pense que c'est détermination de réservoir. Bref, en fait, ce que Core Laboratory fait, en fait, c'est pour pouvoir déterminer s'il y a assez, si
le, le- les couches géologiques, ou je pense bien c'est comme ça qu'on appelle ça, sont assez permettent d'avoir permettent de retirer assez de pétrole. Bon, je pense que c'est une description assez sommaire de la compagnie ici, parce que CGG est plus au niveau des et fait à peu près la même chose, mais dans la zone offshore. Ok, so, je pense également que Core Laboratory vend également des consommables, donc ils font pas exactement la même chose, mais voilà, on peut se dire que voilà, c'est à peu près des entreprises qui exercent le secteur des services liés au secteur pétrolier. D'accord? So, donc, quand je vais regarder les rapports financiers ici, déjà, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'une entreprise comme CGG ne va pas m'intéresser. OK? Quand je prends les rapports financiers ici, les états financiers, ça me permet déjà de poser les bonnes questions. Regardez, on a un revenu ici stable, on n'a pas de revenu stable ni croissant ici. On a eu une période de hausse jusqu'en 2014, après une décroissance. C'est normal, ça coïncide avec la période de baisse du coût du prix du pétrole, donc la période de baisse des dépenses en capital liées aux entreprises pétrolières. OK? Ça, c'est correct, c'est une entreprise cyclique. Premier élément. Deuxième élément, ici, j'aime regarder la marge brute dans les entreprises cycliques pour voir si elle est stable ou croissante. On constate ici une chose. Quand on avait des revenus à peu près stables, entre 2009 et 2014, ici, on a eu une marge brute qui était décroissante. 50% à peu près à 20%. Vous voyez? Donc la marge brute tend à diminuer alors que les revenus tendent à être stables. Ça, ce n'est pas une bonne information. Ça, c'est le deuxième élément. Ensuite, vous allez voir ici que c'est une entreprise qui vous dit, je dis bien, qui vous mentionne qu'ils ont des free cash flow. Et on va revenir sur les free cash flow tantôt. Regardez. Entre cette période-ci, 2008 et à peu près 2014, on a à peu près eu des free cash flows en tout de, on va prendre une moyenne à vue de près de 400 millions en termes de free cash flow. Vous voyez ici qu'en réalité, elle n'a presque jamais perdu d'argent annuellement. Donc, je le prends ici de manière annuelle. Donc, je prends ça ici. C'est une entreprise depuis 2014 qui n'a pas perdu d'argent. Elle n'a pas perdu d'argent, n'est-ce pas? On s'attend à ce que quand vous ne perdez pas d'argent, qu'est-ce qui doit se passer? Vous devez au moins avoir une dette nette stable, n'est-ce pas? Observez ceci, la dette nette est croissante. OK? Quelle est la raison pour laquelle la dette nette a baissé à ce niveau-ci? On pourrait aller regarder ici. Last 12 months, on a augmenté le nombre d'actions. Donc, ce n'est pas une entreprise qui ramène de l'argent. Vous ne pouvez pas avoir des free cash flow positifs tout en ayant une dette nette qui augmente et en émettant de nouvelles actions. Où est la logique derrière? Ça n'a pas de sens. C'est clairement une entreprise qui ne gagne réellement pas d'argent. OK? Regardez les net income. Regardez les net income de cette compagnie-ci. De manière cumulative, ici, vous allez voir que les net income, c'est négatif. Peut-être que vous ne voyez pas comment c'est négatif, mais moi, quand je vois ça, ça pique aux yeux. Ça pique aux yeux. Et quand je prends ici l'entreprise, tout ce qu'elle a rapporté depuis à peu près les 20 dernières années, donc de manière cumulative ici, on se rend compte qu'elle a perdu 12 milliards au total. 12 milliards au total. 12 milliards au total. Elle n'a pas gagné d'argent, elle a perdu 12 milliards au total. Donc chaque année, si on additionne tous les net income, tous les bénéfices nets par action négatifs, au fil du temps, depuis sur les 20 dernières années, c'est moins 12 milliards. Moins 12 milliards. Pourtant, vous avez des free cash flow positifs, vous continuez à émettre de la dette et vous continuez à émettre de nouvelles actions. Ça n'a pas de sens. C'est clairement une entreprise qui ne gagne pas d'argent. Oui, mais pourquoi elle a donc des free cash flow positifs? C'est parce que la dépense en capital de cette compagnie-ci s'exerce sur deux tableaux différents. Regardez ceci. Quand on prend cette compagnie-ci, vous allez voir ici que les free cash flow égale des revenus, flux de trésorerie opérationnel moins, d'accord, moins dépenses, pas dépenses, moins capital expenditure ou dépenses en capital, so, généralement achat d'actifs corporels ou incorporels, je pense bien actifs corporels. Donc, vous voyez ceci, flux de trésorerie net ici, trésorerie hors coût, la dette, flux de trésorerie net avant variation de besoin de fonds de roulement. Donc, c'est ça. Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement. Donc, on enlève les besoins en fonds de roulement et on arrive ici au flux de trésorerie provenant de l'exploitation. 242 millions. Et ça provient ici des 9 derniers mois de l'année. 242 millions. D'accord? Moins la dépense en capital. La dépense en capital, c'est ça. Acquisition d'immobilisation corporelle et incorporelle net des variations de fournisseurs d'immobilisation hors étude Earth Data. Faites attention à ce terme. Hors étude Earth Data. OK? 29 millions. Donc, quand on fait 242 moins 29, vous allez trouver quelque chose comme 210 millions par là. Or, investissement en trésorerie dans les études Earth Data net de trésorerie, c'est une dépense en capital. Si vous regardez cette entreprise, elle dépense énormément à ce niveau-ci chaque année. C'est une dépense en capital. C'est censé être intangible, mais c'est une dépense en capital. Je dis bien, c'est une dépense en capital. OK? Donc, ça plus ça.
ça donne à peu près aux alentours de 200, voilà, à vue d'œil ici, 209 millions. Donc 209 millions ici, moins, il va vous rester à peu près quelque chose comme à peu près 30 millions par là. 30 millions par là. OK? Donc 30 millions sur les 9 derniers mois. Elle ne gagne pas d'argent. Elle ne gagne pas d'argent du tout. Et le trimestre prochain, peut-être qu'on aura moins que ça. Donc elle ne gagne pas d'argent en termes de free cash flow. Ou bien les free cash flow, on va se dire ici que quand on fait les flux de trésorerie provenant d'exploitation, moins les dépenses en capital, il reste zéro. Je dis bien, il reste zéro. Or, on doit encore rembourser la dette. D'accord? Et pour rembourser la dette, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas le choix que d'émettre une nouvelle dette, donc de faire rouler la dette en prenant des coûts d'intérêt qui sont encore plus élevés, ou bien en émettant de nouvelles actions. Donc, cette compagnie-ci, franchement, excusez-moi, mais si vous l'avez en portefeuille, allez spéculer ailleurs. C'est clairement pas de l'investissement. Elle n'a rien d'extraordinaire. Peut-être que ça va devenir une compagnie extraordinaire dans le futur, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Est-ce que ça vaut la peine de faire une évaluation de CGG? Franchement, ça ne sert à rien de passer par la valeur d'entreprise, par les bénéfices nets, etc., parce qu'il n'y en a juste pas. Les marges, etc., parce qu'il n'y en a juste pas. Ce que je peux peut-être faire ici, c'est prendre la valeur d'entreprise sur le revenu. D'accord? On va prendre la métrique valeur d'entreprise sur le revenu. Enterprise value sur sales. D'accord? Ici, vous voyez que la valeur d'entreprise sur le revenu de cette compagnie-ci, donc c'est à peu près la moyenne et aux alentours de, sur les 20 dernières années, la moyenne est aux alentours de 1,7 fois les revenus. D'accord? Maintenant, en termes de revenus, ici, il faut prendre les revenus moyens, les revenus médians, vu que c'est une compagnie cyclique. Mais maintenant, prendre les revenus moyens sur quelle période? Est-ce que je dois prendre la période 2016 à aujourd'hui ou bien la période, toute la période sur les 20 dernières années? Je vais vous faire une fleur, je prendrai les 20 dernières années. D'accord? 1, 2, 6, 0. D'accord? Si on prend les 10 dernières années, ça va me donner ici 1 milliard 700. Donc, si on prend les 20 dernières années, ça va me donner ici à peu près 1 milliard 260. Donc, je prendrai ici 1 milliard 260. Ça, c'est le revenu moins la dette nette. Dette nette. OK? Je peux aller regarder la dette nette ici au niveau de l'entreprise. On a une dette nette ici à la fin du mois de septembre 2022 de 976 millions. Donc, 976 millions avant le crédit, dette nette avant crédit beau. 889 millions, donc avant les loyers, etc. D'accord? So, on met ici, moins 1 milliard 260, moins 9, parce que c'est valeur d'entreprise sur le revenu. On a le revenu ici, d'accord? Et on décide de trouver la valeur d'entreprise. On décide de trouver le market cap. Or, le market cap ici est égal à la valeur d'entreprise moins plus ou moins la dette ou bien plus le cash, s'il y a du cash net, d'accord? Donc, ça revient ici à 371 millions. Je ne paierai pas plus de 371 millions d'euros pour cette compagnie-ci. Et quand on dit 371 millions d'euros, c'est 371 millions d'euros bruts. Hein, ça, c'est la captation boursière divisé par le nombre d'actions ici. On a à peu près 712 millions d'actions. On va mettre ici 712 millions d'actions. Ça revient ici à une valorisation de 52 centimes d'euros. Donc, je ne donnerai pas plus de 52 centimes d'euros pour cette compagnie-ci. Je dis bien 52 centimes d'euros. Donc, ici, je mettrai ceci. Donc, le Enterprise Value sur Sales. D'accord? Enterprise Value sur le revenu. Donc, sur Sales, ici, sur le revenu, ici, est égal à peu près à 1,7, excusez-moi. La moyenne ici, c'est 1,7. Faites attention également à cette médiane. Donc, je vais prendre la médiane ici sur les 20 dernières années, les 10 dernières années. Donc, je prends les 20 dernières années, c'est 1,7. 1,7, d'accord? 1,7. Et je prends Enterprise Value sur le revenu, d'accord? Le revenu médian, j'ai bien dit ici. Donc, revenu ici égale ici 1, d'accord? Donc, valeur d'entreprise sur le revenu ici égale à 1. Donc, j'ai pris deux métriques. À 1 ici, le prix de l'entreprise sera aux alentours de 0,52. 0,52. 0,52 ici, comment est-ce que je le trouve? Je fais la moyenne des revenus sur les 20 dernières années, 1 milliard 260, moins, multiplié par le multiple ici qui est de 1 pour le moment, moins la dette nette de 889 millions divisé par le nombre d'actions. Maintenant, si je prends l'autre exercice qui est de faire 1 milliard 260, multiplié par 1,7, la moyenne ici sur les 20 dernières années, la valeur d'entreprise sur le revenu, d'accord, moins la dette nette actuelle, c'est combien? 889 millions, d'accord, avant le crédit bail, avant les loyers, divisé par le nombre d'actions, 712 millions d'actions, ça donne ici à peu près 1,75 €. Ça, c'est la marge, ça, c'est la borne supérieure, 1,75 €. Donc ici, 1,7 est égal à 1,75 €.
Mais même moi, je ne crois pas qu'on peut. On peut arriver aux alentours de 1,75 €, c'est possible. Mais excusez-moi, entre-temps, il y a de la dette qu'on va devoir prendre. On va devoir s'endetter à nouveau, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Peut-être que l'année prochaine, on va avoir les 1,75 € ici, mais en tout cas, cette année-ci, voilà, il sera très difficile de payer plus de 1,75 € pour cette compagnie-ci. D'accord? À dette stable. OK? So, vous-même, vous avez vu qu'il n'y a rien d'extraordinaire ici. Pourquoi se casser la tête à aller lire les rapports financiers sur une compagnie qui, déjà, au niveau des états financiers, vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire. En termes d'investisseurs, pour les investisseurs, il faut gagner du temps. C'est pas parce qu'une entreprise coûte 0,92 ici, vous allez vous dire que ouais, avant elle valait 1 000 €, donc imagine qu'elle retourne à peu près par là, je peux avoir 10 fois plus. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. À 1 000 € ici, dites-vous qu'il y avait des gens plus fous que vous. Entre-temps, n'oubliez pas qu'elle a dilué le capital. Avant, elle avait aux alentours d'une dizaine de millions d'actions. Et aujourd'hui, elle se retrouve à avoir, disons, voilà, 70 fois plus. Vous voyez, 70 fois plus. Elle n'a pas le même nombre d'actions ici qu'elle avait, voilà, en 2010, ici, elle avait à peu près 4 millions d'actions. Disons même 5 millions. Aujourd'hui, elle a 700 millions d'actions. 700. Donc, c'est normal que le prix ait été divisé ici par, voilà, si on fait 700 ici, disons, je vais prendre ça, 700 divisé par 5 ici, ça revient ici à peu près, le prix a été divisé par à peu près 700, 140. 140, le bénéfice net par action, s'il y avait été divisé par 140, le prix par action ici a été divisé par 140, c'est normal qu'on arrive à ce niveau-ci. Okay? Parce que si on avait le même nombre d'actions que précédemment, donc on devait faire le point 92 ici, bon, le prix ici a changé, hein, donc aujourd'hui on est à combien? Point 92, point 70 ici, donc on va ici, le 70 €, donc point 7 ici, multiplié par 144, on devait être aux alentours des 100 €. Ne vous inquiétez pas, le 100 € ici n'est pas visible. En tout cas, à l'heure actuelle, cette entreprise, ça sera difficile d'arriver aux alentours des 100 € l'action. D'accord? Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire ici. Rien d'extraordinaire. Je vous prenais l'exemple tantôt, tout à l'heure, d'une compagnie qu'on appelle Core Laboratory, Core Lab. Regardez Core Lab. D'accord? Et Core Lab, ici, je vous dis qu'ils font pas exactement la même chose que CGG. Ils ne font pas exactement la même chose, mais ils sont dans le même secteur d'activité. Énergie, équipement et services. OK? Donc, regardez cette compagnie ici. En termes de net income cumulé, je dis bien net income cumulé sur la même période, vous allez voir ce qu'on appelle la magie. Net income cumulé. Ce que moi j'aime sur Core Laboratory, c'est une entreprise qui n'a jamais perdu d'argent, même en période difficile. Les free cash flow ont diminué, certes, mais elle n'a jamais perdu d'argent, ce qui lui a permis de ne pas assez de moins diluer le capital des actionnaires, d'accord? Parce que 2014, ils ont moins dilué le capital, c'est pas qu'ils n'ont pas dilué, mais en 2014, la période de baisse ici a commencé à peu près en 2014, d'accord? À peu près vers 2014, on avait à peu près aux alentours de 46 millions d'actions. Aujourd'hui, on est à peu près aux alentours du même nombre, on a à peu près 46 millions d'actions. Donc, c'est resté à peu près stable. Pourtant, CGG, c'est pas la même chose. Revenons au niveau des net income cumulés. Regardez ceci. Je vais mettre ici cumuler les net income, donc cumulatif, sur une période de 10 ans. Cumulatif. Vous voyez ici que pour cette compagnie-ci, on va mettre ici pour CGG, qui fait à peu près la même chose, hein, qui devrait également avoir des net income positifs. CGG vous dit, sur les 10 dernières années, là où Core Lab a eu 3 milliards 980 au total en termes de bénéfices nets, au total cumulé, Core Lab a eu moins 13 milliards. Sur les 20 dernières années, Core Lab, c'est moins 12. Excusez-moi. CGG a eu moins 13 milliards. Sur les 20 dernières années, CGG, c'est moins 12 milliards et Core Laboratory, c'est plus 7 milliards 760. D'accord? Je peux faire perdre mon temps en allant analyser une compagnie comme Core Lab. Je sais que ce secteur-ci est généralement très difficile en période de baisse parce qu'en fait, il est sujet ici aux dépenses en capital des compagnies pétrolières. Et les compagnies pétrolières dépensent moins en capital quand le prix de la commodité est à un niveau très bas. Mais quand le prix de la commodité augmente, les dépenses en capital ont tendance à augmenter, mais en retard. Donc, si on a une belle année pour Total Energy, pour ExxonMobil, etc., c'est à partir de l'année prochaine qu'on va dépenser de l'argent. Okay? Et sûrement pas, je ne pense pas que Core Lab soit le meilleur outil, le meilleur véhicule d'investissement ici pour vous à long terme. Moi, je suis pas ici. Je ne fais pas la promotion des entreprises. Voilà. Je fais la promotion des entreprises extraordinaires. D'accord? Quand une entreprise n'est pas extraordinaire, franchement, ça ne vaut même pas la peine d'y passer 1 heure de temps à arriver. D'accord? C'est déjà assez compliqué de faire de l'argent sur une entreprise extraordinaire comme Meta. Une belle entreprise, parce que je considère que Meta Platform, c'est une belle entreprise, n'en déplaise à certaines personnes. OK? On en a déjà parlé plusieurs fois ici. C'est une belle entreprise, d'accord?
comparé à CGG, je préfère encore aller spéculer sur Meta plutôt que de spéculer sur CGG si j'avais envie de spéculer. Donc, CGG, le prix actuel n'est pas vraiment étonnant. Si vraiment cette compagnie-ci vous intéresse et que vous voulez même vous garder une marge de sécurité, s'il vous plaît, achetez-la aux alentours des 25 sous l'action. Ou bien si vous êtes trop pressé, 52 sous l'action. 52 centimes d'euros l'action. OK? Franchement, elle ne devrait même pas mériter une place dans la watchlist de qui que ce soit sur cette chaîne-ci. Si vous l'avez en watchlist, les amis, voilà, je pense que vous aimez jouer au loto. Je pense bien. Si c'est un secteur d'activité qui vous intéresse, j'ai deux belles entreprises pour vous. Par exemple, dans ce secteur d'activité, vous avez Schlumberger. OK? Schlumberger qui va devenir SLB. Je pense que Schlumberger également, c'est une compagnie qui est... Je pense que vous pouvez la voir dans le PEA. Vous avez Schlumberger ici. Dommage, je n'ai pas commencé à faire des vidéos très tôt ici, sinon je vous aurais parlé certainement de Schlumberger. C'est une très belle entreprise. Je pense que j'en ai même déjà parlé sur certaines de mes vidéos, surtout quand je parlais de compagnies pétrolières, j'ai dû parler de Schlumberger par là et de Corlab. Schlumberger, ici, vous allez voir la même chose. On ne perd pas d'argent, même quand la période est difficile. Schlumberger gagnait au moins environ 1 milliard de dollars depuis 2014. Et je vous rappelle que le secteur pétrolier était en berne à cette période-là. Schlumberger est là. Vous avez également Corlab qui est là. Vous avez également Halliburton. Voilà, dans une certaine mesure, Halliburton, ce n'est pas une entreprise que j'aime bien, mais voilà. Dans une certaine mesure, Halliburton, si c'est un secteur qui vous intéresse également. Pourquoi aller perdre son temps? Ah, j'allais oublier. Vous avez également une entreprise comme National Oilwell Varco. J'adore cette entreprise-ci. C'est une compagnie qui exerce dans un secteur difficile, d'accord? Un secteur difficile et qui, pendant toute cette période-là, fait l'effort de perdre le moins d'argent possible. La seule période où ils ont été négatifs, c'était en 2022. Or, il y a de fortes chances que 2023, 2024 soient de très belles années pour cette compagnie-ci. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des plateformes pétrolières, donc clé en main. Donc, quand vous voyez une plateforme pétrolière en mer, d'accord, offshore, sachez généralement qu'il y a des équipements qui proviennent de National Oilwell Varco. Donc, son véritable business, c'est la maintenance. C'est le service derrière. Parce que quand on vous vend, par exemple, je ne sais pas comment, quand on vous vend une pièce sur une plateforme pétrolière, si cette pièce-là il faut la remplacer, vous n'allez pas aller l'acheter chez le premier vendeur à moins cher. Non, vous allez l'acheter chez National Oilwell Varco. Donc, aftermarket chez eux, c'est le véritable business ici. J'en ai terminé avec les compagnies dans le secteur, enfin pas terminé dans le sens où, pour CGG, franchement, excusez-moi, mais le marché a mieux offert que ce genre de compagnie-là. Franchement, je n'ai pas envie de dire un gros mot, mais cette compagnie-ci, sortez de là. Arrêtez de rêver. Laissez, même si vous l'avez acheté à 1 euro, sortez de là. Prenez votre perte, allez ailleurs. Je dis bien allez ailleurs. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. Rien du tout. En même temps, en passant, Unibail ici a eu de très bons résultats du Q3. Donc, allez-y lire. Vous savez que c'est une entreprise que j'aime bien également. Le Grand, je n'ai pas encore regardé. Forcia, ça fait longtemps. SES, je ne sais pas, je n'ai pas regardé depuis. Dans tous les cas de figure, pour CGG, pas une entreprise extraordinaire. D'accord? Le prix actuel, la valeur, au mieux, si on est trop gentil, on pourrait être aux alentours de 0,52 centimes d'euros. D'accord? Et non à 1,75, je dis 0,52. Et si vraiment tu me forces à l'acheter, si tu ne me proposes pas ça à 25 euros, à 25 sous, à 25 centimes d'euros l'action, j'achète rien du tout. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je suis un peu dur avec cette compagnie-ci. Je ne dis pas que ça ne sera pas une compagnie extraordinaire, mais déjà, vous voyez qu'on n'a pas de temps à perdre avec ce genre de compagnie-ci. Surtout pendant une période actuelle où on a des décotes par-ci, par-là. J'ai déjà assez de travail en me concentrant sur des compagnies comme Air Liquide ou bien comme Schneider ou bien LVMH, ça c'est pour la France. Aux États-Unis, il y a une foultitude d'entreprises également qui sont sous-évaluées en ce moment-ci. Donc, je n'ai pas le temps d'aller regarder CGG. Un investisseur ne devrait même pas prêter attention. Investisseur long terme, accès qualité, parce que, excusez-moi, vous avez le droit de spéculer aussi, de faire autre chose. Mais long terme, accès qualité, bon père de famille, enfin, / bon père de famille, si vous voulez. Franchement, CGG, ce n'est pas la compagnie qu'il vous faut dans vos portefeuilles. Si vous l'avez en portefeuille, réfléchissez à 2 fois. Posez-vous les bonnes questions. Et je vais juste m'arrêter là, ok? Parce que c'est vous qui prenez la dernière décision à la fin de la journée. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.